Écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur la première conférence en live du Salon du Livre de Libraire, l'association de l'EM Lyon Business School. Cette conférence a lieu dans le contexte du Salon du Livre Les Plumes du Lion, qui cherche à mettre en avant la littérature et les maisons d'édition lyonnaises. Et je suis en compagnie de Pierre Léoté, auteur de Je n'aime pas les grands et des Temps assassins aux éditions Mu, qui va nous parler de l'Uchronie. Et je tiens à préciser qu'il y aura une session de questions-réponses à la fin de la conférence de Pierre. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et sachez qu'il y a un petit temps de latence entre nous, ce qu'on reçoit, et ce qu'on dit. Ne vous inquiétez pas, on posera les questions en temps et en heure. On vous fera un petit listing. Et puis maintenant, je laisse le micro à Pierre. Merci Louis. Écoutez, bonjour à chacun. Merci d'être là pour cette ouverture de Salon du Livre Digital. Voilà, donc on est parti pour un petit temps, je ne sais pas exactement, peut-être une heure, peut-être un peu moins. On va voir, on va se laisser porter et on va parler aujourd'hui d'Uchronie. L'Uchronie, alors le titre de la conférence aujourd'hui, c'est Écrire de l'Uchronie, un exercice joyeux et dangereux. Je vais évoquer quelques confrères, un petit peu mon travail. Je prétends pas du tout avoir de connaissances encyclopédiques en la matière. Il y a probablement des personnes qui en savent bien plus que moi et voilà. Mais je parlerai de mon ressenti, je parlerai un petit peu de l'écriture, comment est-ce qu'on peut écrire de l'Uchronie, comment est-ce qu'on peut envisager d'en faire. Un point de vue pas forcément uniquement pro, qui peut intéresser également ceux qui ont envie de se lancer un jour et écrire une œuvre traitant d'histoire, mais d'histoire alternative. Voilà un petit peu le préalable de ce dont on va parler. Alors, je voulais commencer cette prise de parole et définir peut-être ce qu'était l'Uchronie. Ça me paraissait bien parce que c'est un terme qui peut paraître un petit peu abscon. Souvent, quand on est en salon et qu'on parle avec des lecteurs, eh bien, le terme Uchronie, certains, ça ne va pas du tout. Pour certains, c'est un gros mot. Pour d'autres, ils disent « Ah, il y a un rapport avec le temps, mais on ne sait pas forcément lequel. » L'Uchronie, alors, la définition, elle peut être différente selon qu'on soit, on va dire, français ou anglo-saxon. Globalement, l'idée de base, c'est le fameux « et si ». Et si je modifiais la trame historique connue, et que cette modification qui a lieu, mettons, à un moment M, crée une branche alternative, crée une autre réalité. Un exemple concret, en ce moment, Trump est en pleine Uchronie, puisque lui, il vit dans une réalité autre que la nôtre. Il vit dans la réalité où il a gagné l'élection présidentielle. Donc lui, il vit en pleine uchronerie ou uconnerie, selon ce que dirait Bertrand Cortés. Donc, l'Uchronie, c'est, voilà, pour les anglo-saxons, c'est une réalité alternative. Nous, en France, on pratique depuis longtemps ce sous-genre de la science-fiction, qui est un petit peu méconnu quand même, qui reste, on va dire, un sous-genre de niche par rapport à d'autres, on va dire, d'autres pans de la science-fiction un peu plus installés. Mais l'Uchronie existe depuis longtemps et puis c'était sympa d'en parler aujourd'hui dans le cadre de mon dernier roman. Voilà, on va faire attention à ne pas tout faire tomber. L'idée, c'est voilà, de vous présenter également Je n'aime pas les grands, dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans la conférence. Alors, l'Uchronie, c'est, on va dire, 3% du volume éditorial français. C'est pas beaucoup. C'est un volume fictionnel effectivement assez réduit. C'est une goutte d'eau dans tout cet océan de bouquins qui sortent tous les ans. L'Uchronie pure, en plus, vraiment historicienne, elle est encore plus rare. Parce que souvent, on a une espèce d'Uchronie qui est mélangée à d'autres genres, mélangée à du steampunk, quelque chose de très rétro-futuriste, ou mélangée à des choses un petit peu jeunesse.
Bon, voilà. L'Uchronie, elle se mange un petit peu à toutes les sauces. Après, le plat peut être bon, même si c'est un petit peu différent. Donc, c'est un sous-genre de la science-fiction. Mais c'est un sous-genre que vous ne trouverez pas facilement dans les librairies. En tout cas, il n'y a pas de rayonnage uchronie en tant que tel. Et aujourd'hui encore 2020, on peut aller voir des libraires généralistes et certains ne sont pas forcément toujours à l'aise avec le terme uchronie. La plupart aujourd'hui, évidemment, oui. Mais il m'est arrivé parfois d'être un peu bec dans l'eau et de tomber sur quelques libraires qui n'étaient pas forcément familiers du genre. Alors, c'est une branche de la littérature qui s'est infusée un petit peu partout en littérature, qui s'est infusée également dans d'autres pans culturels. Ça peut être les films, les jeux vidéo, le théâtre un tout petit peu. Voilà, donc, mais c'est en littérature qu'on va retrouver quand même quelques œuvres emblématiques, comme Le Maître du Haut-Château. Voilà, donc c'est souvent le bouquin qui est cité comme pierre angulaire, comme souvent comme élément de référence, mais il y en a plein d'autres également qui vont plaire aux aficionados. Un exemple de bouquin, je vais citer un ancien président de la République, Giscard d'Estaing, a fait de l'Uchronie. Voilà, donc lui, il a imaginé l'armée napoléonienne qui, a priori, aurait survécu à sa campagne russe. Et donc, il imagine un autre destin de Napoléon. Pourquoi pas? Voilà. Sauf que lorsque c'est Giscard qui sort ce type de bouquin, lui, il ne va pas forcément mettre en avant le fait que ce soit une uchronie. Pourquoi? Parce que longtemps, l'idée même de science-fiction ou de fantastique pouvait faire peur aux tenants de la littérature dite blanche, dite générale, voilà, à tort. Bon. Donc, et puis, pour revenir également dans le passé, dans les grandes collections, Flammarion, comme le signaler, a été dans les premiers à lancer une collection Uchronie, mais là Uchronie avec un K, et qui avait notamment de mémoire fait la part belle à certains beaux textes français, notamment Pierre Bordage, qui avait imaginé ce qui se passait si Jules Ferry n'avait pas mis en avant sa fameuse voix sur la scolarité. Donc voilà. On ne parle pas de rien en 2020. En 2020, on a de plus en plus de textes. Alors, certains pourront très bien dire qu'il y a de tout, qu'il y a de toutes les qualités, qu'il y a du bon comme du mauvais. Après, c'est aussi agréable pour le lecteur que de voir une offre un petit peu plus pléthorique et de voir qu'aujourd'hui, l'Uchronie est un genre un petit peu plus reconnu qu'auparavant. Donc, moi, je vais évoquer Je n'aime pas les grands. Je n'aime pas les grands, donc il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti le 16 octobre, donc il est vraiment sorti il y a peu, il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Et à travers Je n'aime pas les grands, je vais essayer d'expliquer aussi ce qu'est l'Uchronie. Pour terminer ma présentation préliminaire, l'Uchronie, si on doit la résumer, c'est une espèce de ligne de crête. Alors, c'est une expression très très à la mode en ce moment, ligne de crête. Mais voilà, c'est ça. C'est un chemin très 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 étroit entre deux, peut-être pas deux ravins, mais entre deux tentations. Écrire de l'Uchronie, écrire une autre histoire possible, un autre possible, c'est jongler entre une première envie, celle de créer un monde peut-être un petit peu plus amélioratif, peut-être un petit peu meilleur que le monde dans lequel on vit. Donc, c'est une tentation un petit peu d'utopie, une tentation de parler d'un monde qui serait corrigé des défauts avec lesquels on vit. Donc peut-être qu'on verra apparaître d'ici quelques années une utopie où il n'y aurait pas eu de pandémie, peut-être. Et puis à l'inverse, un autre glissement qui peut s'opérer et qui est tout à fait aussi intéressant, et de nombreux auteurs ont fait des choses très très bien avec. Un autre glissement, de l'autre côté de l'utopie, on a la dystopie, plus ou moins apocalyptique, plus ou moins terrible. J'ai en tête, j'ai plus le titre forcément, j'ai en tête un livre qui imaginait que
la peste noire avait terminé de décimer la population européenne. Et derrière, s'était créée une autre civilisation, notamment mettant à mal la christianité sur notre continent. Donc, voilà. On peut naviguer entre ces deux glissements, soit imaginer un monde qui serait meilleur. Je n'ai pas forcément fait ce choix-là. Ou imaginer un monde apocalyptique, et ceux qui ont vu Retour vers le futur 2 et qui se rappellent un petit peu du futur de Biff, le méchant de Retour vers le futur, qui a modé le monde tel qu'il le souhaite. Voilà, voit de quoi on parle quand on parle de dystopie un petit peu folle, où à partir d'un événement dans le passé, eh bien, tout est modifié et tout part en sucette. Voilà, donc je vais évoquer ces deux choses. Je vais évoquer le fait que l'Uchronie, eh bien, ça peut être un exercice très très joyeux, très très sympa, comme un exercice très très dangereux aussi. Voilà, donc c'est les deux choses. Voilà, après il ne s'agit que de livres, il ne s'agit que d'histoire, évidemment. Alors, donc je vais commencer, donc, parce que le sujet de la petite conférence c'était parler des joies de l'Uchronie. Je voulais donc commencer par réexpliquer ce qu'étaient les points de divergence. Alors, quand on est auteur, quand on est écrivain, on veut faire de l'Uchronie, l'idée au tout début, c'est se dire, OK, je vais modifier l'histoire, mais je vais la modifier en partant d'un point précis. Alors, ce point, il peut être connu du grand public, comme il peut être anecdotique. On peut partir d'un micro-événement, le fameux battement d'aile du papillon, qui aura des répercussions incroyables à l'autre bout de la planète. Ou à l'inverse, on peut partir d'un événement connu de tous, pourquoi pas, et embrayer vers une autre histoire, une autre possibilité. Alors, les auteurs d'Uchronie, on leur marotte. Alors, souvent, on tourne autour un petit peu des mêmes choses, des mêmes événements ou des mêmes grands personnages. D'ailleurs, on pourrait se plaindre à juste titre que souvent l'Uchronie est masculine et qu'elle passe par des modifications d'acteurs masculins. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent. Donc, parmi les personnages qui sont souvent utilisés par les auteurs, alors on retrouve, je ne sais pas s'il y a un trio de tête, mais on retrouve Napoléon, on retrouve Hitler. Alors là, c'est voilà, souvent. Alexandre le Grand aussi revient souvent. Voilà, donc une uchronie souvent militaire, souvent politique, qui derrière amène à rêver à des possibles différents. Dernièrement, on a eu Civilisation de Binet qui rappelait, c'est pas une idée neuve hein, qu'il a eue, mais qui rappelait la possibilité d'inverser l'invasion entre peuple précolombien et peuple européen. Donc lui, il partait du postulat que c'était entre guillemets le nouveau monde qui allait envahir et partir à la conquête de la vieille Europe. Donc voilà, l'idée c'est de partir d'un point de divergence sympa, quelque chose qui plaît, qui parle, et même s'il ne parle pas, au moins qu'il puisse interpeller, qu'il puisse se dire ah ouais, alors ok, si on modifie tel ou tel point dans l'histoire, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc voilà, l'idée du point de divergence, c'est important puisque c'est ce qui va créer le plus souvent la petite étincelle d'intérêt pour le lecteur. Alors, j'avais fait par exemple pour une nouvelle qui s'appelle Code Noir. C'est une nouvelle maintenant qui est parue dans Dimension Uchronie 1, donc ça fait 2-3 ans à peu près. Et dans Code Noir partait d'une idée simple. L'idée, c'était que l'esclavage avait été autorisé et avait perduré sur le sol français. Voilà. Donc, j'ai dû remonter pour ça jusqu'à un point de divergence ancien. J'ai dû remonter jusqu'à Louis X. Louis X dit le hutin. Louis X qui avait interdit sur le sol métropolitain français, qui avait interdit normalement l'esclavage, même si on sait plus tard que
on aura des populations noires forcées de venir en France, forcées de travailler au service de maîtres. Donc, je suis parti jusqu'à ce point un petit peu ancien pour ensuite dérouler toute la pelote et créer une espèce d'U-chronologie, donc une chronologie alternative, et revenir vers un XXe siècle où j'imagine, un petit peu à l'instar des États-Unis dans les années 60, j'imagine une lutte pour des droits civiques pour les populations noires. Sauf que là, tout est renversé, puisque au lieu d'avoir un Presley vétéran, ou en tout cas qui participerait à la Seconde Guerre mondiale, là j'ai un Johnny Hallyday, au lieu d'avoir une marche sur Washington ou une marche autour de Selma, eh bien, on a des événements similaires en France. Donc, voilà. L'idée, c'est ce basculement, ce renversement qui peut être sympa à faire. Après, sympa, ce n'est pas juste la finalité en soi, mais il faut être honnête pour la littérature, pour que le lecteur ait envie de lire, il faut aussi accrocher. Et l'accroche, elle est importante en uchronie. Donc, cette accroche-là, elle est importante, ce point de divergence-là, c'est important pour susciter le plaisir chez le lecteur, et puis aussi, c'est important pour l'auteur, pour l'écrivain, parce qu'on parle de plaisir d'écrire, et il doit y avoir une certaine envie d'aller au bout d'un récit. Parmi les autres nouvelles que j'ai pu créer, j'avais par exemple imaginé que la Bretagne soit séparée du reste de la France, mais carrément séparée physiquement. Je voulais traiter de l'identité bretonne, je me suis dit, ce serait sympa d'imaginer que la Bretagne soit vraiment séparée. Bon, je suis conscient comme vous que géographiquement, c'était compliqué, que c'était pas possible. Alors, je me suis dit, je suis parti un petit peu presque d'une même idée que Jean-Luc Marcastel, qui avait imaginé une France soumise à un événement géologique très très important. Donc moi, je suis parti de l'idée que sous le règne de Louis XI, un sisme majeur avait séparé physiquement la Bretagne du reste du pays, et qu'à partir de là, s'était développé un royaume breton, et s'était développé toute une guerre de course notamment entre des marins français, des marins bretons. Voilà, donc il y a eu tout un préalable. Les joies de l'Uchronie, c'est ça aussi, c'est d'imaginer une histoire différente, alternative. Après, mon objectif était de parler de l'identité bretonne, de ce qui fait qu'on se sent breton, même si moi je ne le suis pas forcément, mais j'avais envie de traiter de cette idée-là. Et donc, je me suis dit, ok, alors imaginons maintenant que cette Bretagne qui est séparée physiquement, elle est de plus en plus vieillissante, finissante. Et je voulais parler d'un vieux marin qui aurait amené une dernière mission. Alors, je ne vais pas forcément déflorer l'histoire, mais qui aurait amené une dernière mission en lien avec cette identité bretonne. Donc, c'était vraiment un grand plaisir pour moi que de pouvoir écrire et pouvoir imaginer quelque chose d'alternatif. On sait que ce n'est pas possible, et d'ailleurs en France, on a un petit peu du mal avec l'idée du chronique parfois, parce que en France, on est dans l'un des pays où l'histoire parfois est considérée comme sacrée. Elle est parfois considérée comme intouchable. Lorsque j'ai pu présenter Je n'aime pas les grands ou des textes autour d'Augustin Petit, l'anti-héros de Je n'aime pas les grands, lorsque j'ai pu en parler à des lecteurs potentiels parfois, un peu plus âgés parfois, certains me disaient « Ah oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça ». Mais tout l'intérêt de la chose, justement, c'est que ce soit différent. Mais ce n'est pas parce que c'est une réalité historique différente, ce n'est pas parce que ça ne s'est pas passé, il n'y a pas d'écho ou de résonance avec l'actualité ou avec ce qu'on a pu vivre malgré tout. C'est ce parallélisme-là, c'est cet écho qui est intéressant à travailler. C'est un écho qui est intéressant dans les uchronies qu'on appelle les uchronies personnelles, puisque parfois dans des uchronies personnelles, lorsque la modification n'est pas majeure, elle n'est pas politiquement nationale ou internationale, mais lorsqu'on traite par exemple de petites modifications à une échelle familiale, locale, on se rend compte que ce qui est vécu parfois par une famille, par un personnage à sa petite échelle,
peut avoir un écho, peut avoir cette résonance, cet effet miroir également auprès du lecteur. Donc, l'Uchronie, ce n'est pas juste une folie un peu joyeuse de l'auteur qui va partir dans son gros délire, tout ça. C'est pas que ça. L'idée, c'est pas forcément d'avoir un message derrière, mais l'idée, c'est de se dire, OK, je vais écrire quelque chose, mais qui va peut-être entrer en résonance avec des thématiques actuelles, avec l'idée de parler de lumière, d'esclavage, avec l'idée de parler de science, de religion. Enfin, voilà, c'est cette idée-là, c'est ce parallélisme-là qu'on recherche. C'est tout le plaisir de parler d'autres choses et en même temps de parler de ce que l'on vit. Voilà. Pour les temps assassins, alors j'ai mis, j'ai mis un petit peu ce que j'ai pu écrire. Dans les temps assassins, voilà, il y a cette même idée de jouer avec le temps, de s'amuser avec ce qui aurait pu être et d'essayer voilà, de trouver un écho avec ça. Un autre exemple de point de divergence, mais là, un petit peu plus fou pour prouver aussi que ce n'est pas forcément seulement quelque chose de sérieux, l'Uchronie. J'ai imaginé une nouvelle qui s'appelle Kaiser Kong. Alors, Kaiser Kong, tout le concept est dans le titre. On sait de quoi ça va parler. On sait que ça va parler de King Kong et on sait qu'il y a un rapport plus ou moins lointain avec l'Allemagne. Donc là, j'ai imaginé que la guerre d'Espagne servait toujours de répétition pour le Troisième Reich, mais sauf qu'il y avait une arme maîtresse qui était utilisée par les franquistes et par les nazis, King Kong, qui n'était pas mort lors de sa chute terrible de l'Empire State et avait survécu grâce au petit-fils du docteur Frankenstein. Voilà, on peut partir sur des gros délires aussi, donc c'est pas forcément toujours quelque chose de très 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 sérieux. Voilà. À l'inverse, on a des auteurs qui sont très installés, qui ont imaginé des choses très très intéressantes. Je pense à Xavier Moméjean dans La Reine des Lumières, qui avait imaginé, donc là c'est une variation pour Alexandre de Grand, qui avait imaginé que Alexandre de Grand, face au nœud gordien, face à cette énigme qu'il avait résolue en le tranchant, et bien lui, l'auteur, Xavier Moméjean, lui, il imagine que Alexandre le Grand, il a résolu cette énigme, il a défait le nœud, et qu'à partir de là, il a déverrouillé l'Asie, il a créé un empire millénaire, doublement millénaire même derrière. Donc voilà, il y a des auteurs qui vont parfois aller davantage dans une recherche pointue, qui a un moment, un point de divergence très précis, parfois très, très documenté aussi. Et puis parfois aussi, on peut partir sur des choses très, très, très légères. Et pourquoi pas? Voilà, ça c'est tout l'intérêt de l'exercice. Et pour un auteur, c'est bien de jongler avec les deux. Je pense, moi en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Les temps assassins, voilà, le propos de cette trilogie a été résolument très sérieux, très, très réfléchi. En tout cas, j'ai essayé que ça soit réfléchi. Et puis, on a des livres comme Je n'aime pas les grands, qui partent sur un postulat certes politique, certes un petit peu dramatique, mais complètement idiot et fou. Le postulat de départ pour Je n'aime pas les grands, c'est vous avez un héros qui pense que si la France a perdu la Première Guerre mondiale, car ici on est en 1919 et la France a perdu la Première Guerre mondiale, et bien pour le héros, si on a perdu, c'est la faute des grands, la faute de ceux dont la tête dépassait des tranchées. Et parce qu'il faut trouver un bouc émissaire, parce qu'il faut trouver une catégorie de personnes qui sont coupables de tous les maux pour une France qui est vaincue, humiliée, etc. Enfin, voilà, vous connaissez l'histoire. Eh bien, on va partir dans les années 20, dans les années 30, sur une France un petit peu différente. Voilà, je vais en parler un petit peu après, mais voilà, même si le point de départ peut être un petit peu lourd, peut être un petit peu dramatique, on peut partir sur quelque chose de très léger, de très, très joyeux et sympathique à lire. Je vais boire un petit coup. À la vôtre. Alors, on parlait d'Uchronie, on parlait des joies de l'Uchronie, de la concevoir, de la lire. L'Uchronie, c'est également un exercice qui peut être dangereux. Alors,
soit le public évidemment, pas de danger mortel, voilà, avoir un livre entre les mains, mais un exercice d'enjeu dans la conception d'envisager l'histoire pour l'auteur, moins pour le lecteur, parce que le lecteur est intelligent et sait évidemment ce qu'il a entre les mains. Tout d'abord, le principal danger pour l'Uchronie, c'est de faire face parfois à un auteur peut-être pas malhonnête, mais en tout cas dont les opinions le trahissent peut-être un petit peu trop, dont le questionnement politique intérieur, personnel, va peut-être un peu trop influer sur l'écriture, sur le message qu'il veut donner. Alors, bon, après, je respecte les idées politiques de chacun et tous, quelque part, dans ce que l'on écrit, on écrit aussi à partir de notre ressenti, par rapport de notre parcours personnel, ça évidemment. Mais c'est vrai que dans l'Uchronie en particulier, il peut y avoir une tentation révisionniste, négationniste. Et vous voyez déjà où je veux en venir, on peut aller vers un territoire peut-être un petit peu fangeux, un petit peu dangereux. Donc voilà, c'est une première chose. Après, la plupart du temps, dans l'Uchronie, qu'elle soit politique, encore une fois, ça part sur un bon gros délire. Mais voilà, on peut avoir parfois cette arrière-pensée que de dire « Ah ok, on part sur cette idée-là, donc peut-être que l'auteur est plus ou moins conservateur, plus ou moins libéral dans son approche, et voilà, il peut y avoir comme ça un petit questionnement. Un deuxième danger, c'est pas vraiment un danger, mais quand on est auteur, un deuxième point critique peut-être, c'est de sombrer dans l'historicité à tout craint. C'est de sombrer dans une recherche quasiment universitaire qui viserait à régurgiter tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on veut faire passer au lecteur. Donc, c'est sombrer dans le détail, même se noyer dedans, oublier le fait que le but d'un livre, à la base, c'est quand même raconter une histoire. Donc, c'est très délicat parce que l'Uchronie suggère une maîtrise plus ou moins importante des faits historiques que l'on aborde. Voilà, pas besoin non plus d'être un historien reconnu évidemment pour en faire. Mais bon, voilà, si on veut un tant soit peu faire quelque chose d'intéressant pour le lecteur, on fait quelques recherches quand même, plus ou moins longues. Et le point délicat, peut-être un deuxième point dangereux, c'est peut-être de sombrer dans cette volonté de décrire tous les ressorts qui font qu'on arrive d'un point A, le point de divergence par exemple, à un point B, le point où on arrive pour les héros, pour l'histoire. Donc, l'Uchronie est fondée sur la détermination d'un point de divergence, fondée sur les conséquences autour de ce point de divergence. Et puis à un moment donné, je crois qu'il faut savoir s'en détacher, il faut savoir un petit peu digérer tout ce qu'on veut faire passer et se lancer dans une histoire. C'est pas toujours évident. Pour Je n'aime pas les grands, il y a évidemment toutes ces références que l'on a par rapport au régime politique, au régime totalitaire, populiste, démagogue dans les années 20-30, on a toutes ces références-là. J'avais ces mêmes références, évidemment. Donc, il y a l'idée de faire aussi un copier-coller de ce qui a été fait, de ce qu'on a pu vivre il y a quasiment un siècle maintenant en Europe. Ce qui a été fait aussi en partie, qui est quelque part, mais un livre, pour qu'il soit bon, en tout cas, ne doit pas être seulement qu'un copier-coller d'une réalité même alternative. Donc, il faut faire attention à ça, ne pas sombrer dans le détail, ne pas oublier qu'on raconte une histoire, ne pas oublier que le but, c'est que ce soit intéressant, que le lecteur s'attache à l'héroïne, au héros. Voilà, essayer un tant soit peu de faire quelque chose d'intéressant, ce qui n'est pas forcément évident. Plusieurs fois, j'ai eu une bonne idée, enfin, je pensais que c'était une bonne idée, puis on se rend compte que, ok, j'ai mon point de divergence, j'ai un truc qui peut peut-être intéresser 2-3 Pékins en France, mais c'est super pointu, ça ne va pas faire un livre, ça ne va pas faire une nouvelle intéressante. Donc, on peut avoir la meilleure idée du monde, mais la transformer en histoire intéressante,
Par exemple, pour Code Noir, j'avais l'idée effectivement d'un esclavage qui aurait perduré, qui se serait installé en France. Donc, OK, il y a cette idée-là. Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est toute la question. Qu'est-ce qu'on fait? L'idée ne fera pas l'histoire. D'accord? Donc ça, c'est important. Un autre danger également, c'est à l'inverse peut-être partir sur quelque chose de trop fantastique. Alors, on a le droit de parler de licorne de fée, hein, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, moi, au contraire, j'aime bien tout lire, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que dans l'Uchronie, il y a malgré tout un substrat, à mon sens, seulement, ça n'engage que moi, il y a un substrat qui est réaliste. Et il faut faire accepter au lecteur, il faut lui faire accepter cette idée qu'on va passer d'un monde à un autre. J'ai envie de parler, pour expliquer un peu ce propos, de parler d'un film qui s'appelle Cartel de Ridley Scott. Hein, c'est l'un des films qu'il a fait ces 10 dernières années, peut-être un petit film un petit peu moins connu. C'est un film qu'il a fait. Le tournage était compliqué parce que c'était un moment où son frère Tony Scott est mort. Et c'est un film qui traite du deuil, du passage d'un monde à un autre. C'est un film qui traite de l'acceptation que l'on peut avoir face à une difficulté, au fait que rien ne sera plus comme avant. Et c'est cette acceptation-là, je pense, qui est vitale pour le lecteur d'une uchronie. Le job de l'auteur, c'est essayer de faire passer la pilule, de lui faire accepter l'idée que, OK, je vais te parler d'un monde, qui n'existe pas, qui aurait pu exister, d'un monde qui peut paraître un petit peu fou. Malgré tout, je vais te prouver que c'est un monde qui aurait pu avoir lieu. Donc, il faut travailler sur l'aspect réaliste. Et si c'est réaliste, le lecteur va rentrer dedans. Il va accepter le point de divergence, même s'il est complètement taré, même s'il est complètement fou. Voilà, il va accepter cette idée que, OK, la grippe espagnole a eu lieu, ça c'est une idée de Daniel Martin-Nigold, si vous allez voir, il va accepter que la grippe espagnole a eu lieu et que quasiment toute la population a perdu le sens de l'odorat. Voilà. Donc, un point de divergence qui peut faire sourire les médecins, évidemment. De toute façon, tout est sujet à caution. Voilà, mais ça n'est que de la littérature. Mais voilà, à partir du moment où, entre guillemets, le lecteur saute à pieds joints dedans, OK, allez, je sais que je lis un truc différent, et ben ça passera, tout le reste passera. Voilà, et c'est pour ça, après, c'est délicat de s'entendre dire « Ah ouais, mais non, là, votre histoire d'une France qui a perdu la Première Guerre mondiale, ça ne me plaît pas. » Voilà, l'Uchronie, c'est un genre en quoi il faut vaincre des réticences. Il y a ce que les Anglais appellent a leap of faith. Il faut faire franchir au lecteur une espèce de saut de la foi, hein, pour paraphraser dans Indiana Jones. Faut essayer de leur faire passer la pilule que oui, ok, ce que je vais raconter, ça va être un petit peu fou, un petit peu différent. Mais je crois que c'est un peu le but de la littérature, même dans la littérature dite sérieuse. Voilà, même général. Même les grands noms de la littérature générale, eux aussi se complaisent dans des postulats parfois un petit peu fantastiques. Donc j'aimerais bien aussi que pour l'Uchronie, auprès du grand public en tout cas, mais bon, du chemin parcouru, j'aimerais bien voilà, que les réticences soient un petit peu moins fortes par rapport des fois des postulats qui certes sont un peu fous, mais qui peuvent être sympas à lire. Et puis peut-être un autre danger également qu'on peut aborder par rapport à l'Uchronie, c'est imaginer que l'Uchronie, c'est seulement une histoire qui serait empêchée, que c'est seulement une histoire qui a lieu parce que tel événement n'a pas eu lieu. Alors, souvent, les auteurs, souvent les jeunes auteurs, imaginent, OK, il y a une réalité différente parce que je vais supprimer un personnage historique où il va être tué, où il va, voilà, etc. Donc là, on est aussi sur quelque chose de parfois un petit peu
un petit peu négative, mais l'histoire, à mon sens, elle peut être différente, pas seulement parce qu'elle est empêchée, elle peut être différente parce qu'elle peut être enrichie, elle peut être modifiée par l'ajout de quelque chose. Donc c'est ça aussi le danger, c'est de restreindre l'Uchronie à un genre où voilà, on retranche quelque chose à notre histoire et ça y est, voilà. Donc on a pu l'avoir par exemple ça pendant la guerre froide dans le contexte entre soviétiques et puis américains, parce qu'il y aurait, je ne sais pas, par exemple, tel élément scientifique qui empêcherait les Américains de mener à bien leur course à l'espace. Ça y est, on aurait la victoire soviétique qui permettrait à l'URSS de vaincre leur ennemi irréductible. Voilà. Donc l'Uchronie, c'est pas seulement une histoire empêchée. C'est un petit peu. Ça peut être que ça peut être effectivement ce postulat de départ, mais ça ne doit pas être que ça. Alors, je voulais donc reprendre un petit temps pour parler de Je n'aime pas les grands, qui est sorti donc chez Mu. Alors, Je n'aime pas les grands, c'est un livre qui est très très particulier. C'est une uchronie qui est très particulière à mes yeux. Pourquoi c'est particulier? Parce que j'en parlais dans l'interview. Voilà, donc c'est une expérience littéraire. C'est une expérience sociale. Donc, on sait, le héros, il va créer un régime populiste totalitaire, etc. Ok. Sauf que le héros, on le prend en pitié. Et c'est une véritable expérience de Milgram que j'ai essayé de faire vivre. Alors, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais c'était mon intention que de dire au lecteur, voici un héros, il a beaucoup de problèmes, il est presque une victime, c'est un blessé de guerre, on lui enlève telle ou telle chose, il n'est pas content parce qu'il y a telle ou telle chose qui en France ne vont pas. Bon, voilà, ça peut faire écho à des choses parfois que l'on peut ressentir. Voilà, donc au tout début, pour un lecteur normalement constitué, on se prend un petit peu à plaindre le héros, puis il y a un glissement qui est censé se passer. Le glissement du héros vers le anti-héros. On se rend compte que, ah ouais, mais Augustin Petit, c'est pas quelqu'un de bien forcément. Et c'est ce glissement-là qui est intéressant, c'est une uchronie qui teste le lecteur. Alors, pour certains, ça va prendre 10 pages, d'autres, ça va prendre 20 pages, d'autres, ça va prendre la moitié du bouquin, d'autres, ça va juste à la fin, ils vont se dire ah ouais, quand même, il était quand même super vénère, il était quand même super méchant. Et donc, c'est une véritable expérience sociale qui vise à tester le nombre de chapitres qu'il faut pour le lecteur, à se rendre compte que non, ce qui se passe n'est pas normal. Donc, vous savez aussi bien que moi qu'on est plus ou moins conditionné à résister ou pas à l'autorité. On a tous nos points de rupture par rapport à ça. Et on vit dans un moment où la population française, mais pas que, elle est confrontée à des pertes de liberté, à des pertes de sens de ce que c'est qu'être citoyen. Et c'est un bouquin qui, même s'il traite d'événements qui ont lieu dans les années 20-30, c'est un bouquin en fait qui est contemporain dans le sens où il parle de l'acceptation que l'on a à abandonner ou pas nos libertés, à se jeter ou pas dans les bras de personnes qui semblent avoir le discours qui nous plaît, le bon discours. Et c'est important de garder l'espèce de recul critique, l'esprit critique. Voilà. Alors, Je n'aime pas les grands, c'est une uchronie également qui est légère, c'est-à-dire c'est un bouquin qui a pour but de rigoler un peu, de se marrer. Donc, une ambiance très camelotienne, très De Funès, très voilà. C'est l'histoire d'un héros qui est entouré d'une bande de bras cassés. Mais genre une grosse bande de bras cassés qui comprennent rien à rien, qui lui mettent plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Alors voilà, ça détend pas mal. Et c'est un bouquin également qui s'amuse dans le sens où il mélange les personnages réels et des personnages fictionnels. Alors, Je n'aime pas les grands, par exemple, a eu la chance de voir en son temps Monsieur Pierre Bellemare intervenir. Et on pourrait farfouiller sur Internet ou taper mon nom, celui de Monsieur Bellemare. Je ne suis pas très fier forcément de la vidéo, mais bon. Et il a participé au truc, il a fait carrément une vidéo où il imaginait ses faux souvenirs des années 40.
Il a même fait une petite lettre voilà, pour en parler. Il y a plein de personnages réels qui se mélangent aux personnages fictionnels. On a du Léo Zitrone, on a du Depardieu, on a il y en a plein en fait. Voilà. Il y en a plein. Si je vais vers la fin du bouquin, on a pas mal de gens de la culture. On a Balavoine, Mitterrand. Enfin, voilà. C'est un bouquin qui a pour but de mélanger réel et fictionnel de manière à ce qu'à un moment donné, on se dise mais ça c'est vrai ou pas? Et le pire, c'est qu'il y a plein d'éléments qui pourraient paraître uchroniques et qui sont vrais. Il y en a plein. À un moment donné, je parle d'une histoire dans des Jeux Olympiques où il y a une baston entre deux équipes de water-polo. Ça a eu lieu. Voilà, donc j'ai peut-être modifié quelques détails, mais je n'ai pas modifié tant que ça de choses. Alors, c'est un bouquin également particulier parce que je parle de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et je parle de tout. C'est-à-dire, je parle de ce qui peut paraître plus léger et je parle également de ce qui n'est pas du tout. J'ai passé sur les quelques mois d'écriture, j'ai passé un mois entier sur un seul chapitre. Un chapitre dont je me suis demandé est-ce que je le faisais ou pas. Ce chapitre, c'est celui sur les camps. Je me suis dit, est-ce que j'évoque ou pas les camps d'extermination? Il va de soi que l'idée de faire quelque chose de drôle s'accorde plutôt mal avec la Shoah ou le génocide juif. Bon. Et puis je me suis dit, mais on parle de tout, faut parler de tout ce qui fâche. La Seconde Guerre mondiale, c'est ça aussi. Donc j'ai passé du temps, beaucoup de temps, je me suis creusé la tête. Quel angle je vais pouvoir trouver là? J'ai trouvé quelque chose, alors peut-être que c'est idiot, peut-être que c'est maladroit, je ne sais pas, pour le moment en tout cas, pour les retours, c'est plutôt positif. Donc j'imaginais qu'il y avait un directeur de l'un de ces camps qui n'avait pas bien compris la consigne, que pour lui c'était un camp de concertation et non pas un camp de concentration, que c'était un camp où il voyait un truc type un petit peu Club Med, où le directeur s'accordait pour être bien sûr que les membres, que ces prisonniers vivent correctement dans le camp, qu'ils s'amusent, etc. Donc, voilà, je suis parti sur cette incompréhension-là, je suis parti sur quelque chose de très bête, fatalement, pour évoquer l'indicible, pour évoquer quelque chose de très très difficile. Parce que l'Uchronie, ben, c'est ça aussi. Voilà. Et je m'en serais voulu quelque part, je m'en serais voulu un petit peu de la lâcheté d'évacuer, de parler entre deux de la chose. Alors, voilà, j'aborde également dans Je n'aime pas les grands, j'aborde quelque chose qui me tenait à cœur, j'aborde le retour de ces idées. C'est facile de parler de Première ou de Seconde Guerre mondiale, de parler, de se dire, OK, les idées extrémistes s'arrêtent avec la mort de tel ou tel personnage. Ben non, je voulais évoquer l'idée que dans les années 80, 90, la bête immonde ressurgit, que des idées qu'on pensait oubliées reviennent, que des combats qui paraissaient acquis sont encore à mener. Et je voulais donc l'évoquer à travers plusieurs ressorts scénaristiques. Je ne vais pas divulguer parce que voilà, ce serait quand même dommage. Mais voilà, je voulais quand même parler de cette idée que l'extrémisme, la bêtise, le populisme, c'est quelque chose également de très contemporain et que la propension qu'ont les peuples à se jeter dans les bras de n'importe qui ou de n'importe quelle idée, c'est une propension qu'on a toujours et qu'il faut faire attention. Donc en ça, c'est un bouquin très, très, très pédagogique. D'ailleurs, on a fait avec Ronald Bousseau, un illustrateur de talent, on a fait un petit livret pédagogique qui est téléchargeable, qui est gratuit et qui a pour but, pour les lycéens, pour les grands collégiens, qui a pour but justement de montrer que à travers la bêtise, à travers l'humour, à travers l'Uchronie, on peut parler de choses sérieuses. Voilà, je ne sais pas si je suis un petit peu long ou pas. Je voulais terminer, je voulais expliquer un petit peu comment est venue l'idée.
parce que pour ceux qui voudraient peut-être un jour faire de l'Uchronie, je vais juste donner mon expérience perso. Dans mon grenier, j'ai des vieux magazines, voilà, l'illustration, donc c'est des illustrés qui datent de la Première Guerre mondiale. Bon, voilà, ok, ils ne sont pas en très très bon état. J'allais les ranger dans un coin, j'en prends un, je l'ouvre, et là je vois une carte de propagande qui imagine ce que l'Europe deviendrait si elle était allemande. Donc c'était une carte qui est destinée à faire peur, à dire attention, si on perd la guerre, voilà, vous allez tous parler allemand. Et je me suis dit, bah ok, on le fait. Je vais partir de cette carte et c'est parti. La France a perdu la guerre en 1919. Donc à partir d'une véritable image de propagande française anti-allemande, eh bien j'ai déroulé toute la pelote. Je me suis dit, eh ben on va renverser tous les rôles entre France et Allemagne. Au lieu de forcément diaboliser le voisin allemand et de lui mettre sur le paletot les trois guerres successives entre 1870, 1914 et 1939. Et si on endossait un petit peu le rôle, le mauvais rôle, voilà. Et donc, et si ce populisme, cette démagogie faisait florès non pas forcément outre-Rhin, mais chez nous. Donc, à partir de ce petit document-là, à partir de cette idée-là, eh bien, on peut carrément construire tout un roman, toute une histoire revisitée du XXe siècle entre 1919 et puis jusqu'au sort final du héros Augustin Petit que je ne trahirai pas dans cette conférence. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si de votre côté il y a des questions. Eh ben, écoute, merci à toi Pierre. La conférence est très très riche. Et alors effectivement, il y a pas mal de questions. D'accord. Donc écoute, on va commencer avec la première qui nous vient de Emilien. Oui. Est-ce que tu aurais des références dans l'Uchronie qui sont peu connues mais qui t'ont vraiment inspiré? Et aussi, est-ce que les jeux vidéo t'inspirent? Parce qu'il y a effectivement pas mal de jeux vidéo qui font la part belle à l'Uchronie, avec notamment Wolfenstein qui reprend comme si les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale et régné sur la France et la Grande-Bretagne. Ouais. Les jeux vidéo ont depuis longtemps embrassé cette cause uchroniste. Wolfenstein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc effectivement, imagine un troisième Reich qui aurait continué. Wolfenstein, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est super. Alors, pour les vieux comme moi qui ont vécu les premiers, voilà, ça n'a rien à voir avec les graphismes actuels, mais c'est un très très bon exemple pour découvrir ce qu'est l'Uchronie. Voilà. Après, comme je disais au tout début de la conférence, je ne suis pas forcément le spécialiste. Je n'ai pas forcément lu autant d'Uchronie, autant de mes confrères que je le voudrais. Dans la bande dessinée, je ne saurais que trop conseiller pour ceux qui voudraient se lancer un petit peu dans la chose et qui auraient un petit peu peur de se lancer si jamais voilà, on avait un sentiment de ne pas avoir les connaissances pour. La série Jour J. La série Jour J est très bien. Il y a pas mal de tomes. Il y a de tout. Il y a certains éléments qui sont plus ou moins sympas. Par exemple, il me semble qu'il y a un tome qui imagine le drapeau de l'URSS sur le sol lunaire. Voilà, il y a plein de trucs sympas. Donc, la BD Jour J, c'est assez connu quand même. Hein. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais voilà, c'est ce que je pourrais préconiser pour ceux qui voudraient se lancer dans le truc. Et les jeux vidéo, carrément. Et justement, en matière de référence, tu nous as parlé des uchronies qui vont dire minimes, notamment un peu plus personnelles ou familiales. Est-ce que tu aurais des références par rapport à ça? Oui, les bouquins de Joe Walton. Donc, c'est une auteure qui justement est allée vers le chemin de l'Uchronie personnelle. Donc, ça, c'est un chemin que j'aimerais prendre à terme. Donc, là, je pense que pour un temps, je vais laisser les grandes épopées, parce qu'avec les Temps Assassins, c'était un petit peu énorme comme trilogie. Je vais laisser un temps les grandes épopées chroniques et j'aimerais vraiment aller vers des récits un petit peu plus intimistes
Et voilà, donc Joe Walton, si je devais citer quelqu'un, c'est… Ok. Et Charlie nous demande, par rapport à Je n'aime pas les grands, Ouais. qu'est-ce qui t'a donné l'idée de stigmatiser les grands? Pourquoi partir de ce point de divergence-là un peu? Euh, alors, bah, c'était soit eux, soit les barbus, soit les mecs à lunettes. Faut pas se sentir visé, hein. Non, en fait, l'idée, c'est que c'est horrible, hein. Il faut un bouc émissaire. Donc, il faut un bouc émissaire pour, euh, pour mettre en exergue le fait que dans les années 20-30, euh, ces régimes-là ont, ont pu également prospérer parce qu'ils ont pointé du doigt une catégorie de la population. C'était soit les communistes, c'était soit les juifs, c'était les homosexuels, enfin voilà, ceux qui départent, ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Donc, je suis parti d'un postulat de départ complètement stupide. Je voulais quelque chose qui soit injuste. Parce que quelque part, on n'y peut rien. Si on est plus grand, plus petit, on n'y peut rien. On ne l'a pas décidé. Donc quelque chose d'injuste, de la même manière, c'était injuste de s'en prendre aux juifs. De la même manière, c'était injuste de s'en prendre à telle ou telle personne. Voilà. Donc, cette injustice-là que je voulais mettre en avant. Donc évidemment, alors, si certains lecteurs se sentent offusqués, ben, c'est que quelque part, ça a marché. Ok, c'est vrai que ça résonne bien. Tu nous parlais donc de code noir ou même de la difficulté d'écrire de bonnes histoires alors que tu as un point de divergence excellent. Ouais. Oscar nous demande si, selon toi, l'Uchronie devrait privilégier le fond sur la forme ou l'inverse sur le style. Ton avis par rapport à ça? Alors, l'un ne va pas sans l'autre. Je sais que voilà, pour certains auteurs, la forme est très très importante et elle l'est. Elle l'est. Je vais expliquer pourquoi après. Mais ce qui reste prédominant à mes yeux, c'est l'histoire. Voilà, on pardonnera plus facilement pour moi à un auteur une forme qui n'est pas forcément parfaite, mais si l'histoire elle est passionnante, on plongera dedans. L'inverse n'est pas forcément si vrai. Il y aura beaucoup moins de lecteurs prêts à pardonner une histoire un petit peu banale, un petit peu, voilà, on reste dans les mêmes sentiers. Et même si c'est fabuleusement écrit, bon, on a envie d'être surpris aussi. Alors, dans le cas de Code Noir est découpé en cinq parties. Et c'est très très comique. C'est un peu comme dans Umbrella Academy pour ceux qui ont lu les romans graphiques, avec des parties très très tranchées, avec des titres écrits en très gros, avec un découpage très particulier. Et par exemple, il y a 5 chapitres qui, qui vont évoquer l'esclavage sous des angles d'attaque différents. Par exemple, l'un des angles d'attaque, c'est de montrer que la guerre d'Indochine continue, que c'est notre guerre du Vietnam à nous. Et, sauf que dans cette guerre d'Indochine qui est menée par la France eh bien, emploie une soldatesque, eux qu'ils appellent indigène, donc qui est noire, et qui est plus que maltraités par rapport au reste de l'armée française. C'est ceux qu'on envoie, vous savez, à l'avant. On s'en moquait un peu dans le film de South Park, on envoyait les populations noires combattre et puis mourir. Eh bien là, voilà, j'ai voulu montrer que cette France esclavagiste allait jusqu'au bout de l'idée de cette inégalité entre citoyens. Voilà. Et puis en même temps, il a été impensable pour Code Noir de ne pas laisser la parole et de ne pas avoir de narrateur noir, de ne pas avoir au moins. Alors voilà, je sais que il y a plusieurs personnes qui sont partagées sur le fait que est-ce qu'un auteur blanc peut s'emparer de certains sujets? Est-ce qu'il y a des choses qui sont réservées justement, parce que moi je ne fais pas partie d'une minorité, est-ce qu'on doit s'interdire d'évoquer des choses qui ne nous touchent peut-être pas personnellement? Je ne suis pas forcément de cet avis. Par contre, j'ai évidemment écrit avec le, comment dire, avec le sentiment qu'il y avait une grande responsabilité qui découlait de ce que j'allais faire. Donc, pour ce texte-là, pour cette nouvelle-là, j'ai passé énormément de temps à peser chaque mot parce que c'était important.
Parce que autant on peut faire une nouvelle très très légère sur Kaiser Kong et puis partir dans la bêtise, autant pour Code Noir, non. On ne peut pas parce que ça touche à quelque chose d'important, ça touche à des sentiments que peut-être certains parmi nous vivent, ressentent, expriment encore. Donc voilà, la littérature, c'est aussi ça, c'est important, c'est à la fois léger, voilà, donc la forme peut être cool, mais le message, le fond, bah ouais, c'est encore plus important. Ok. Et toi, en tant que professeur d'histoire, justement, tu parles de cette responsabilité et même Ouais. de ce détail sur l'histoire, de faire attention. Comment tu te positionnes sur la tentation de l'historicité? Est-ce que tu te poses des limites sur les détails, s'il y a trop de détails qui pourraient repousser un peu le lecteur? Bah, si c'est trop chiant à un moment donné à lire, voilà. Si si ça n'intéresse que moi, que mes comparses historiens, et encore, non, 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 on fait de la littérature, le but c'est faire quelque chose qui soit pas accessible, parce que j'aime pas forcément le terme, c'est dégradant pour le lecteur qui vaut bien mieux que ça. Pas quelque chose d'accessible, mais quelque chose d'intéressant. Si c'est pas accessible, quelque part, c'est l'auteur qui échoue. C'est pas le lecteur qui n'aurait pas compris ou pas. Non, c'est le lecteur, c'est comme un cours quand on fait un cours. Si en face de vous, vous avez 30 gamins qui n'ont pas compris, à un moment donné, le problème, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être soi. Voilà, donc pour un bouquin, c'est un petit peu pareil. Et comment toi, en tant qu'auteur, tu poses cette limite de trouver le juste milieu avec le bon niveau de détail? En tant qu'auteur, parce que je me place en tant que lecteur. Euh, j'écris pour des lecteurs, j'écris pour moi aussi et je vais me relire et à un moment donné, je vais être là, je vais m'auto-soulever, je vais faire ouais, mais non, là, non. Voilà, donc si à un moment donné, voilà, en fait, là, c'est du feeling. Après, un feeling qui peut être différent d'un auteur à un autre. Je sais qu'il y a des auteurs de BD qui font de l'Uchronie, de l'Uchronie dans l'aviation, par exemple, allemande, et qui vont être férus de détails, qui vont penser la moindre chose. Bon, voilà, l'Uchronie, c'est un point de départ qui doit être pensé, qui doit être travaillé, mais il ne faut pas perdre en cours de route. Hein, voilà ce que je disais, que le but, c'est d'intéresser. J'ai une dernière question pour toi, Pierre. Ouais, Donc, qui nous vient de Laura. Quel ouais. serait ton meilleur conseil pour écrire de l'Uchronie? Alors, Laura, le meilleur conseil, c'est alors déjà, c'est avoir envie. Donc, c'est si on a l'idée, y réfléchir. Alors, ça peut prendre du temps. Voilà, c'est pas parce qu'on a l'idée aussitôt qu'il y a l'histoire qui va venir qu'à un moment donné, on se lance. Donc, je crois que faut pas se dire ouais, je suis pas capable parce que je suis pas prof d'histoire, je j'ai pas fait telle ou telle étude. Ça, on s'en fout. Le, je crois que chacun est légitime à créer. Hein, il y a pas de personne qui aura le droit d'être plus artiste qu'une autre, surtout pas. Il n'y a pas d'élitisme là-dedans. Donc, tu vois, Laura, si tu as ton idée, si tu sens que tu as un truc qui a jamais été fait, bah, tu te lances. Tu te lances et puis bah, on verra bien. Moi, quand j'ai commencé l'histoire de Je n'aime pas les grands, j'avais aucune idée de là où j'allais aller. C'est petit à petit, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je vais aller vers la Seconde Guerre mondiale. Puis après, non, en fait, c'est pas fini. Donc voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. L'avenir, ben, il peut être alternatif, il peut être chronique. Bah, voilà, chacun d'imaginer le sien. Écoute, merci à toi, Pierre, pour Merci. avoir répondu aux questions et pour ta conférence qui, je pense, inspirera certains, soit à acheter des livres ou même à écrire sa propre Ouais. chronique. Et donc, pour tous les spectateurs, merci de nous avoir suivis. On va couper le live ici. Et sachez que cette conférence va se retrouver sur la chaîne YouTube du salon. Donc d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, qu'on aura le temps de la monter. Et donc en tout cas, merci à vous et merci à toi encore une fois, Pierre. Et Ouais. passez une bonne soirée.